pour réaliser ses rêves, il faut rêver, il faut se réveiller. Quand on a commencé à apprendre plus sur les souffrances des agriculteurs et à mieux comprendre ce qui se passe à échelle mondiale, avec 800 millions de personnes qui souffrent de la faim aujourd'hui, avec les 2 milliards qu'on attend d'ici 2050, ce qu'on veut chez Cibex, c'est faire partie de la solution globale, c'est d'avoir un impact global. Et pour avoir cet impact global, on doit absolument être dans l'hyperscalabilité. Baser notre solution sur des capteurs, on n'est pas dans l'hyperscalabilité. Il faut que ça soit sans capteur. D'où les différentes subtilités et l'importance d'aller au détail et de voir et de comprendre et de discuter avec les agriculteurs qui vont me dire « Attends, mais c'est des conneries ce que tu me dis, attends, je ne vais pas mettre 5 mm dans un enrouleur. Tu veux que je parle de la plus belle gifle de ma vie ?» Exactement, c'est ça. Merci d'être ici aujourd'hui. On te reçoit pour un podcast qui s'appelle Strilou, qui est dédié à l'agritech en France et dans le monde de manière générale. Et on est très heureux de t'accueillir. T'es un innovateur et un entrepreneur dans le domaine de l'agriculture via le biais de la taille de l'intelligence artificielle. Tu vas nous en parler. C'est vraiment, comme je le disais, un plaisir pour nous de te recevoir. Aujourd'hui, on va partager avec la communauté ce beau projet sur lequel de travailler, toute son histoire, et aussi ton histoire à toi, qu'on en apprenne plus sur ta vie, qui est assez riche et passionnante. Merci pour l'invitation. C'est vraiment intéressant le concept de ce que tu veux faire à travers ce podcast-là, faire passer ou construire les ponts entre les différents acteurs de l'écosystème. Je trouve très intéressant et bravo pour ce que tu fais jusqu'à maintenant et bonne continuation pour la suite. Écoute, je te remercie, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce que toi tu fais, qui est d'une ampleur bien plus importante. Bien plus importante là-dessus. Comme je disais, tu es un innovateur reconnu, tu as gagné un prix récemment d'innovation, Top Innovateur. Tu as créé de nombreuses entreprises dans ta vie et tout dans le domaine de la technique. Est-ce que tu peux nous en dire que est-ce qu'il y a eu un moment particulier, peut-être dans ton enfance ou dans ta vie, qui a fait que tu t'es orienté vers la technique ou que tu as eu cette appétence? À quel moment est-ce que c'est venu? L'appétence pour la technologie, ça a commencé il y a 30 ans. C'était à l'âge de 15 ans où j'ai commencé à écrire mes premières lignes de code. Parmi les choses aussi que je garde en mémoire, j'étais très passionné de l'IT avec deux amis d'enfance, Eunice et Mel, que je salue. Je me rappelle de ces longues nuits dans un petit studio avec une petite connexion de 250, c'était 56 kilobits dans le temps. Pareil. Et c'était avant l'an 2000 et après il y avait le choc de l'an 2000. Donc avant l'an 2000, je me rappelle, c'était le début du piratage. Et ce qui était génial là, c'est que en fait dans ce monde-là, il n'y avait pas la sécurité d'aujourd'hui, etc. Et qui jouait au plus malin, quoi. Et il y avait des pirates qui essayaient de nous pirater, et donc nous, on piratait les pirates. Et à ce moment-là, il y avait les ordinateurs avec les lecteurs CD, etc. Et on arrivait à offrir. Nous, on était dans le noir et eux aussi. Et du coup, toi, quand tu es dans un monde silencieux, dans le noir, et tu vois que ton lecteur CD, il s'ouvre ou ton écran, il n'affiche plus rien, etc. Ça fait flipper quand même. Hein. Donc, tu prends les données qui étaient sur son fichier à lui, et tu vois, par exemple, et ça c'est vrai, hein, tout ça a vraiment eu lieu. On voyait que ils ont piraté d'autres personnes. Et on voyait des photos de personnes qui, eux, ils ont récupéré chez les autres et ils les faisaient chanter ou ils voulaient faire la même chose avec nous, mais nous, on les a piratés et on n'avait rien sur nos disques durs. Donc, mais on a récupéré des photos et on les affichait sur leurs écrans, et ça fait flipper. Et l'autre truc, c'était dans le passage à l'an 2000, et c'était tellement une bulle, mais incroyable. Et nous, on comprenait pas l'impact, parce que ça a été présenté comme si on s'attend au passage, ça va exploser.
c'était présenté comme ça. Hein. Le bug de l'an 2000. Voilà, le bug de l'an 2000. C'est-à-dire les ordinateurs, ils vont flipper, ils vont entrer dans une boucle et ça va chauffer et ça va exploser. Mais c'était vraiment ça. Et ce moment-là, même si on est assez bien câblé et on voit que ça va pas sauter, on est sûr que ça va pas sauter. Mais tellement on en parle partout que je me rappelle bien de ce moment-là. C'était 11h59, 59. Est-ce que ça va exploser ou pas? Et après 2 heures après, tu fais ouf. Voilà, c'était 0-0. Bon, peut-être il y a un décalage de time zone. Non, mais c'était passionnant. C'est marrant. Et on est content d'entendre que les arroseurs ont été arrosés là avec les piratages. Que ça, effectivement, c'est fou de se reprojeter 20 ans, 25 ans en arrière, même plus. Voir l'évolution de ce qui est dans l'informatique. Ouais. J'étais déjà développeur, j'étais déjà très branché en technologie et j'ai complété ça par un parcours universitaire relatif à la gestion et l'entrepreneuriat et gestion de projet. Après, en 2011, donc, on a créé une SS2I pour développer et travailler sur des systèmes complexes d'information. Donc, parmi nos clients, on a eu un certain moment le ministère de l'Intérieur en Tunisie et le deal, le challenge à ce moment-là, c'était de réduire le temps de réponse des requêtes sur des centaines de gigas de données. Et le deal, c'était, voilà, il faut absolument qu'on fasse mieux que la société qui était là, qui a déjà mis l'écosystème. C'était IBM, pour ne pas la citer. Et ce qu'ils nous avaient proposé à ce moment-là, c'était de doubler la capacité, l'infra, pour réduire de 60% le temps de réponse. Ils nous ont dit, voilà, est-ce que vous pouvez faire mieux? Et nous, on était une minuscule boîte par rapport au géant qui était IBM. Pour faire court, on a divisé le temps de réponse par 300. Par 300. Ah oui, effectivement, c'est beaucoup plus que tous les attendus qui pouvaient. Absolument. Et ça, c'était la première fois où on a commencé à manipuler des grandes données. Et on a beaucoup appris de ça. Et durant mon parcours, donc j'ai également travaillé sur les capteurs, c'était avec une société française qui avait une branche en Tunisie, j'ai eu en tant que directeur logistique et informatique. Et quand j'ai vu ces différents types de capteurs qui sont construits chez nous, et la façon avec laquelle l'information a été transmise, je voulais apporter une valeur ajoutée par rapport à ça, parce qu'il y avait, on construisait les capteurs et on construisait les câbles de câblage, et c'était des kilomètres et des kilomètres de câbles. Et je disais à ce moment-là, il doit y avoir d'autres façons d'envoyer l'information, de la transmettre. Quand on a créé IT Grapes, qui est la société de la SS2I, l'idée c'était de faire de la presta pour financer des projets à haute valeur ajoutée en interne. Et parmi ces projets-là qu'on a développés en interne, on avait développé un réseau sans fil, un réseau de capteurs sans fil. Et le premier champ d'application sur lequel on devait travailler, c'était, on a choisi l'agriculture. Et c'était avec mes deux cofondatrices, Amira Cheniour, donc, qui est la directrice générale de Cibex France, de Cibex Group et la gérante de Cibex NOA, et Inès Amida, qui est aussi notre directrice financière et administrative. Et aujourd'hui, nous trois, donc depuis maintenant presque une dizaine d'années, qu'on travaille ensemble, qu'on construit ensemble. Et Cibex, c'est le fruit d'une passion, c'est le fruit d'une volonté pour apporter de la valeur. Et c'est aussi une volonté de créer de l'impact à échelle nationale à ce moment-là, quand l'idée elle a commencé, parce que ça a commencé en Tunisie, on est tunisien, et la Tunisie c'est parmi les pays les plus arides au monde. Mm-hmm. Et on voyait les agriculteurs souffrir. Et quand on a commencé à apprendre plus, parce que quelque part on était parachutés dans ce monde d'agriculture, on a approché ce monde-là pour déployer une solution, et on parlait de l'importance de comprendre le besoin avant de développer la solution. Mais quand on a commencé à apprendre plus sur les souffrances des agriculteurs
dans ces pays-là euh, et à mieux comprendre ce qui se passe à échelle mondiale avec les 800 millions de personnes qui souffrent de la faim aujourd'hui, avec les 2 milliards qu'on attend d'ici 2050, l'agriculture, c'est la solution. Et en même temps, c'est la solution complexe. C'est même indispensable. Et ça, c'est un chiffre que je dis souvent, mais tu viens de le dire. En 2050, on sera 10 milliards sur la planète. Avec les évolutions du climat, on va perdre environ 30% des terres arables au niveau mondial. Donc il y a un vrai besoin d'innovation et d'innover dans ce secteur-là, à la fois pour rendre rentable, parce qu'au final c'est un business pour les agriculteurs de nourrir tout le monde, qu'ils puissent en vivre, pour ensuite faire vivre les autres, et que ce soit une réflexion mondiale et pas uniquement localisée sur comment apporter les choses. Et oui, tu l'as évoqué, on en parlait précédemment, je trouve ça super intéressant. Sur l'histoire de Cebex, il y a eu des apprentissages sur l'évolution, comment prendre des produits, qui je pense pour intéresser beaucoup d'entrepreneurs ou de jeunes qui nous regardent, qui ont envie d'entreprendre, pour leur éviter aussi partager des apprentissages qu'il y a pu avoir dans ce parcours. Ah, tu veux que je parle de la plus belle gifle de ma vie? C'est exactement, c'est ça. En fait, oui, c'est vrai. En fait, quand on a construit ce système, ce réseau sans fil, réseau de capteurs sans fil, on est allé chez un agriculteur qui était un agronome. On lui a installé des capteurs de teneur en eau volumique. On a produit un tableau de bord temps réel. Il voyait les chiffres, les courbes, les machins, les trucs, etc. Il nous a dit, c'était en 2018, hein. Le gars, c'est un agronome et c'est un agriculteur qui produisait les agrumes. Il a regardé le truc et m'a dit, écoute, je vois qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de technologie, c'est très intéressant, mais moi j'ai juste 2 questions. Est-ce que je dois irriguer aujourd'hui? Si je dois irriguer, combien? Tu mets la technologie que tu veux, tu fais ce que tu veux, mais ça c'est ma question, c'est mes questions en tant qu'agriculteur, et ce que je cherche c'est la réponse à ça. Et c'était dingue parce que avec toute la donnée, les capteurs, etc., on n'avait pas suffisamment encore de données pour répondre à ces questions-là. Ça paraissait comme des données simples, enfin des questions simples, mais les réponses sont beaucoup plus complexes que ça. Parce qu'il y a un volet, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, mais également il y a un volet, qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Il n'y a aucun capteur qui mesure le futur. Il faut avoir des prévisions climatiques, mais les prévisions climatiques à elles seules, c'est insuffisant, parce que on doit prendre en compte le stade d'évolution de la plante, on doit prendre en compte le type de sol. Un sol sablonneux, c'est pas comme un sol argileux, ils n'ont pas la même réserve, et donc il faut que je sache aujourd'hui qu'est-ce que je vais avoir dans le futur, etc. Tout ça pour pouvoir répondre à ces deux petites questions qui semblent petites questions. Et donc ça nous a beaucoup appris à co-construire avec l'agriculteur, en tout cas dans notre cas, ou de façon générale, co-construire avec le client final. Et avant de créer de solutions, il faut d'abord bien écouter le client, bien comprendre le problème. Ce qu'on doit chercher en tant qu'entrepreneur, c'est pas une idée ou une solution. Il faut d'abord chercher un problème. Si on trouve un problème, il faut vivre ce problème-là, comprendre tous les aspects relatifs à ce problème, se mettre à la place du consommateur, poser toutes les questions, sentir ce qu'on appelle l'empathie, sentir c'est quoi les pain points de ce consommateur-là, pourquoi est-ce que c'est compliqué, pourquoi est-ce que c'est un problème, qu'est-ce que ça coûte, etc., etc. Et c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à vraiment construire une solution adéquate. Parce qu'à ce moment-là, on aura compris le problème, et comprendre le problème, c'est à moitié de le résoudre. Donc, c'est cette gifle-là qui a réorienté nos travaux et qui a construit Cebex d'aujourd'hui. D'abord s'imprégner de la problématique de notre utilisateur, et ensuite construire la pépite technologique, et pas dans le sens inverse. Absolument. Et du coup, ça fait une très bonne transition. Est-ce que tu peux nous parler du coup de Cebex aujourd'hui, depuis 2018, depuis cette claque, comme tu dis, que tu as prise avec cette discussion avec l'agronome, et de voir l'évolution qu'il y a eu, et comment est-ce que vous répondez à la problématique
de sécheresse. Aujourd'hui, c'est une problématique qui est globale dans le monde de l'agriculture, qui touche presque tous les pays ou tous les types de cultures. Avec l'appauvrissement en eau, vous avez apporté une solution d'irrigation intelligente et ultra précise là-dessus. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, en fait, je reviendrai à cette partie de population qui grandit à échelle globale, toutes ces personnes qui souffrent de la faim. Bon, on peut me dire que c'est pas forcément parce qu'on ne produit pas suffisamment, mais en tout cas, il faut produire plus, ça c'est clair. Mais en même temps, il y a une crise de l'eau qu'il faut en parler. Il n'y aura pas suffisamment d'eau pour tout le monde. Et ça, c'est un gros problème. En même temps, 70% de l'eau fraîche, elle est aujourd'hui consommée par l'agriculture. Donc, si on veut résoudre le problème d'une population grandissante à laquelle la solution doit forcément passer par l'agriculture, on est en train d'amplifier un problème de consommation d'eau auquel on doit apporter une solution. Il faut produire plus avec moins d'eau. Et surtout, il faut le faire à très grande échelle. Parce que ce n'est pas des solutions hyper localisées qui vont résoudre le problème. C'est un problème mondial. Et quand on dit d'ici 2035, 2040, il n'y aura pas suffisamment d'eau pour tout le monde, et d'ici 2050, il y a 2 milliards 800 millions bouches à nourrir quelque part, on n'a pas le temps. C'est demain. Et donc, nous, ce qu'on veut chez Cibex, c'est faire partie de la solution globale, c'est d'avoir un impact global. Et pour avoir cet impact global, on doit absolument être dans l'hyperscalabilité. Baser notre solution sur des capteurs, on n'est pas dans l'hyperscalabilité. Il faut que ça soit sans capteurs. Et quand on dit à des agriculteurs, on a une solution sans capteur qui peut vous aider à répondre à ces deux questions, quand irriguer et combien, la première question, est-ce que c'est fiable? Et si on veut être dans l'hyperscalabilité, on doit avoir des résultats prouvés. Ça, c'est la deuxième ligne dans notre checklist de l'hyperscalabilité. Une solution sans capteur avec un impact prouvé. Aujourd'hui, en France, on est fiers et heureux d'avoir un partenariat avec les chambres d'agriculture. Et les chambres d'agriculture, aujourd'hui, ils distribuent. On a une solution co-brandée qui s'appelle Netiric par Cibex, qui aide les agriculteurs français à prendre les bonnes décisions dans l'irrigation. Mais c'est pas juste une plateforme qui promet sans atteindre de résultats. C'est une plateforme qui, constamment, elle est sous évaluation et sous-estimation de l'impact. Chaque année, les chambres d'agriculture conduisent des expérimentations pour savoir quel est l'impact de la solution chez des agriculteurs. On a en 2023, le lancement de Netiric par Cibex c'était en 2023, en 2023, en 2024, et le 2024 c'était une année qui est hyper pluvieuse, à chaque fois, on a des économies d'eau qui ont été mesurées, prouvées, documentées. Donc on a un impact prouvé. Nous, et ça peut surprendre, notre objectif, c'est pas de faire des économies d'eau. Alors pourquoi on est en train de faire... Effectivement, c'est surprenant. Oui, c'est surprenant. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est aider l'agriculteur à donner ce qu'il faut, pas plus, pas moins. Parce que dans les deux cas, c'est de l'inefficience d'irrigation, et l'inefficience de l'irrigation, elle peut atteindre 50% des revenus des agriculteurs. Quand je dis 50%, c'est ou bien une perte qui a été générée par cette inefficience d'irrigation, ou bien un manque à gagner. Et généralement, le manque à gagner, on ne le comptabilise pas, on ne le calcule pas. Mais ça peut être gigantesque. Parce que la perte, c'est pas juste de la surconsommation de l'eau. C'est l'impact de la surconsommation de l'eau, par exemple, ou la sous-consommation de l'eau, que ce soit sur les cultures, sur la productivité, sur la qualité, sur la santé des sols, sur la santé des plantes, etc., etc. Tout ça. Quand on fait de la sur-irrigation, c'est beaucoup plus terrible que de la sous-irrigation. On est en train de faire, par exemple, du lessivage de sol. On est en train d'appauvrir nous-mêmes nos sols. Et ça
ça va avoir un impact sur plusieurs générations, sur plusieurs années. Et donc, il faut quelque part remettre ce qu'on est en train ou corriger ce qu'on est en train de faire avec la surirrigation. Donc ça, c'est un côté. Si on a des plantes, l'asphyxie ou des problèmes de ce type-là. Donc, tout ça, c'est à considérer dans l'impact de la surirrigation et de la sous-irrigation. Complètement. Et quand tu insistes sur la partie surirrigation, tu fais référence au fait que dans les médias, on va dire classiques, on entend souvent, on a cette image qu'un agriculteur va dépenser beaucoup plus d'eau qu'il devrait ou gaspille de l'eau. Alors que comme tu le dis, il a aucun intérêt à faire ça parce que ça impacte directement son business, son revenu, et que lui, il cherche justement à utiliser exactement ce qu'il faut. Pas moins, comme tu le dis, parce qu'il perd toutes ses cultures, ou pas trop, parce qu'il va perdre une grande quantité également. Oui, absolument. Absolument, parce que l'agriculteur, nous, on a fait le choix d'être du côté de l'agriculteur. On a, comme tu l'as bien dit, on n'arrête pas de pointer du doigt l'agriculteur, alors que c'est lui qui est le premier perdant s'il fait de la surirrigation ou il fait de la sous-irrigation, dans les deux cas. Donc, il doit apporter ce qu'il faut, pas plus, pas moins. Donc, il est le premier concerné. Parce qu'un agriculteur, quand il produit, il vit avec ça, il se développe avec ça, il éduque ses enfants avec ça, il a un meilleur accès à la santé avec ça, il reconstruit son capital avec ça. C'est pas un jeu, c'est pas des chiffres, c'est des vies derrière. Et ça, c'est en France comme dans le monde entier. En France, il y a des gens il y a des agriculteurs qui sont connectés, suivis, qui ont de l'information disponible, accessible. Et avec ça, il y a de la surirrigation. Mais c'est pas parce que l'agriculteur il veut faire de la surirrigation, parce il n'a pas les outils qu'il faut, il n'a pas. Et ça, on est en train de le voir dans les expérimentations. L'année dernière, sur 10 agriculteurs, dans le Cher, il y a eu une étude qui a montré que il y a une économie moyenne de 19%. De 19% sur le coup, sur la région sur laquelle vous allez, enfin sur les. En moyenne, chez les 10 agriculteurs, chez qui on a fait. C'est très, déjà, comme tu dis, très quantifiable et aussi énorme d'un point de vue économie possible. Absolument. Il y a eu une expérimentation en 2023. Ça, 19%, malgré que 2024, c'est une année qui était très pluvieuse. En 2023, il y a eu une expérimentation faite en utilisant la technique de la VRI, c'est l'irrigation variable, okay, sur une parcelle de 33 hectares. Il y a eu une économie d'eau de 40%. De 40%? 40%. Sur 33 hectares, tu sais combien? C'est 23 000 mètres cubes. C'est gigantesque. Et ça donne de l'espoir quand on entend ça, de voir ce que l'innovation peut apporter, à la fois pour l'agriculture et pour le système de manière globale. Absolument. Et donc aujourd'hui, construire une solution qui va aider des centaines de milliers d'agriculteurs à travers le monde, c'est faire partie d'une solution globale qui aujourd'hui, on en a besoin. Il y a des centaines, des millions d'agriculteurs à travers le monde qui sont en train de produire notre nourriture. Et ces gens-là, si ils ne sont pas aidés dans leur prise de décision, ils ne sont pas soutenus dans leur choix, ils vont, surtout avec le changement climatique, ils sont pas à l'abri de l'erreur. L'erreur, elle est de plus en plus probable parce que aujourd'hui, ou bien ils utilisent des plantes statiques, ou bien ils regardent j'en parle beaucoup avec les agriculteurs, hein, et il y en a beaucoup qui me disent, moi, si je regarde la plante, je regarde la terre, je sais est-ce qu'elle a besoin d'être irriguée ou pas. Alors moi, que tu as un infrarouge ou un truc pour transpercer le sol, pour voir ce qu'il y a là-dedans, etc., à mon avis, c'est un peu difficile quand même. Tu sais, ça me fait penser à ma grand-mère quand on était plus jeune sur la météo, où elle disait, non, mais moi, j'ai pas besoin de traquer la météo. J'ai vu dans le ciel, aujourd'hui, demain, il fera telle température. C'est vrai qu'il y a cette conviction-là, mais malgré tout, t'es toujours plus précis avec des vrais outils technologiques derrière. Même si l'expertise a une valeur, c'est certain, l'expérience a une valeur, et ça vient se rajouter à cette expérience de l'agriculture. Oui, c'est important ce que tu dis, parce que nous, ce qu'on a produit, c'est un outil d'aide à la décision. On n'est pas dans cette logique-là de remplacer l'agriculteur. Et c'est pas le but, en tout cas, c'est pas dans nos convictions aujourd'hui.
Nous, on est là pour l'aider à prendre la bonne décision. Et c'est lui qui prendra la bonne décision. Mais on ne peut prendre une bonne décision que si on a une information suffisante pour pouvoir prendre la bonne décision. Si on n'a pas suffisamment d'informations, forcément, on ne va pas prendre une bonne décision. Et nous, on va l'aider, on va lui donner on va faire tous les calculs, on va faire appliquer tous les modèles, collecter toute la donnée, et on va lui dire, voilà ce qu'on vous propose et pourquoi. Les réponses aux deux fameuses questions. Quand est-ce qu'il faut irriguer? Aujourd'hui, on a un tableau dans lequel, tel jour, telle parcelle, il faut irriguer tant de millimètres, etc., etc. Clair, net, précise. Okay. Après, c'est lui qui va faire, c'est lui qui va appliquer ou pas. Et bien sûr, il va nous dire, bon, moi j'ai appliqué tant de millimètres ici, parce qu'il y a d'autres facteurs. Il y a plein de facteurs que lui, il peut prendre en considération. Et surtout, c'est important qu'on garde cette expertise-là, qu'on aide les agriculteurs, mais qu'on pérennise leur travail et leur rôle, pas de les remplacer. Sinon, ça va être un peu difficile pour redresser l'agriculture demain. Ouais. Non, mais c'est certain. Et du coup, je me projette dans la situation. Alors, je suis un agriculteur, je sais pas, je cultive des pommes de terre dans le sud de la France ou en Italie, peu importe. J'ai des soucis, genre, en tout cas, je cherche des solutions pour optimiser l'emballage en eau. Il y a une application Cibex où je me connecte et après, je réponds les questions. Je dis, bah, j'ai tant d'hectares, j'ai telle culture, mon sol il est argileux. Combien de temps est-ce que ça me prend de faire ce processus? Comment est-ce que ça fonctionne globalement d'un point de vue utilisateur pour me projeter? Ça se passe en 2 étapes, 10 secondes. On trace où on importe la parcelle. En important la parcelle, on peut savoir, ça dépend du format, mais on peut avoir déjà pas mal de données. Mais l'agriculteur, il peut dire, voilà, j'ai tel type de sol au niveau de cette parcelle, tant de cailloux, etc. Telle de profondeur exploitable. Après, il va dire, bon, sur cette parcelle-là, il peut saisir toute cette parcelle. Ça, c'est gratuit. Après, il peut dire, voilà, je vais créer un cycle de production, ce qu'on appelle une culture, où j'ai tel type de culture sur cette parcelle-là. Par exemple, je vais faire du maïs sur cette parcelle. Je vais faire du blé sur cette parcelle. Pomme de terre sur cette parcelle, etc., etc. Qu'est-ce que j'ai pensé? Les limites, les types d'irrigation que j'applique. Dès que j'appuie sur le bouton enregistrer ou lancer le cycle de production, ça nous prend 10 secondes pour collecter toutes les données, faire tous les calculs et lui donner une projection sur les prochains jours. Qu'est-ce qu'il faut irriguer et quand? Finalement, c'est immédiat. C'est immédiat. C'est immédiat avec des informations qu'il connaît déjà par cœur, qu'il a facilement. Donc, oui. Tout est... Après, tout ce qu'il a à faire, c'est nous dire quand il fait une irrigation, il nous dit, j'ai fait tant d'irrigation, j'ai fait... voilà. Tout à l'heure, tu parlais d'hyperscalabilité et je réfléchis en temps réel là-dessus, mais c'est vrai que il y a certaines personnes qui conçoivent des produits qui sont fascinants, extrêmement innovants, mais qui ont une réalité qui sont, on va dire, limitées par des réglementations nationales à chaque fois sur l'utilisation. Donc on peut l'utiliser soit en France ou en Italie, ou alors il faut faire des demandes pour aller les utiliser ailleurs. Si je comprends bien du coup Cibex, finalement ça peut s'utiliser dans n'importe quel pays du monde, à n'importe quel moment, extrêmement facilement. Il n'y a pas de frontière à l'utilisation de Cibex, et c'est à ça que tu faisais référence quand tu parlais d'hyperscalabilité précédemment. Oui, comme je disais tout à l'heure, nous on veut faire partie d'une solution globale. Et pour faire partie d'une solution globale, il fallait qu'on construise un système qui soit opérationnel en France, en Tunisie, en Espagne, en Arabie Saoudite, au Sud-Afrique, etc., etc., partout dans le monde. Et on a tout construit autour de ça, autour de cette idée-là. Comment est-ce qu'on peut être dans l'hyperscalabilité? Et le troisième pilier à cette hyperscalabilité, quand on parle de ces pays-là, c'est de se faire comprendre. Même si c'est simple, aujourd'hui, tel jour, telle parcelle, telle quantité, mais même avec ça, les agriculteurs, ils ont besoin de l'information immédiatement. Ils ne veulent pas aller se connecter. Aujourd'hui, on a une application mobile, on a une interface web, tout est facilité, on fait de grands efforts pour faciliter la chose. Mais malgré ça, les deux fameuses questions, quand est-ce que je dois irriguer et combien, on s'est dit, bon, vous savez quoi? On va aller droit au but. On va permettre à l'agriculteur de poser ses questions de cette façon-là, dans son langage naturel à lui, et on va répondre à ces questions-là par rapport à ces données à lui. Et on a construit Magoliar, c'est un agent IA
qui permet de comprendre les questions naturelles dans plus de 100 langues et dialectes Sympa. et répondre par rapport aux données de chaque utilisateur générées sur notre plateforme. Donc, je suis un agriculteur péruvien, je fais pousser mes avocats. Je pose la question dedans en péruvien, donc combien est-ce que je dois arroser? J'ai la réponse que fin. Mais c'est vrai, aujourd'hui, par exemple, on est sur des projets en Malaisie, par exemple, où il faut parler malaisien, Maya, je pense. Maya? Non, Maya. Mais d'ailleurs, c'est super intéressant ce point de vue-là, comme il y a une présence globale et différents pays. Comment est-ce que ça... Alors, bien sûr, il y a la frontière du langage, comme tu disais, comme différence, mais est-ce que tu ressens aussi sur le produit des usages ou des attentes qui vont être différentes en fonction des pays, ou est-ce que c'est relativement uniforme sur la manière d'utiliser ou les besoins d'être? Quelque part, pour chaque agriculteur, les questions qui se posent, c'est est-ce que je dois irriguer ou pas? Si je dois irriguer, c'est combien? Je peux poser ça en malien ou en chinois ou en français, ça va être la même question. Donc, si on est capable de répondre à ces questions-là dans n'importe quel pays, quelque part, les attentes sont plus ou moins les mêmes. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres subtilités. Donc là, j'en parle de façon quelque part simplifiée, hein, mais après, il y a plein de détails. Par exemple, en Tunisie, il y a l'irrigation goutte à goutte. Il y a énormément d'irrigation goutte à goutte. Il y a des cultures qui sont plus de l'arboriculture. Il y a également les grandes cultures, mais plutôt pluviales. Il y a par exemple, en France, on a des agriculteurs. Parce que quand on a commencé à générer, d'où l'intérêt de vraiment être toujours à l'écoute des agriculteurs, quand on a commencé à générer des recommandations d'irrigation, on disait à l'agriculteur, ouais, demain il faut irriguer 5 mm, après demain il faut irriguer 2 mm, dans 3 jours il faut irriguer X. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens ah oui, dans le sens où, comme sur goutte à goutte. Absolument, parce que l'agriculteur, ceux qui, par exemple en France, ils ont par exemple des enrouleurs. Et mettre 5 mm ou 3 mm dans un enrouleur, ça n'a pas de sens. Et quelque part, c'est vrai qu'on produisait des recommandations, mais ce n'était pas des recommandations exploitables. D'où les différentes subtilités et l'importance d'aller au détail et de voir et de comprendre et de discuter avec les agriculteurs qui vont me dire « Attends, mais c'est des conneries ce que tu me dis. Attends, je ne vais pas mettre 5 mm dans un enrouleur. » Pour que quand tu dis à un certain moment, te le disent franchement pour que tu dis « Attends, ouais, là, il faut qu'on prenne en considération d'autres paramètres. C'est quoi ta capacité minimale et maximale ?» On a fait min-max. Et donc, est-ce que tu es capable de paramétrer au niveau de ton enrouleur? Et là, on se retrouve avec des valeurs de entre 15 et 25, ou 10 ou 12 à 24, etc. Et donc, nous, notre plateforme, maintenant, elle donne des recommandations d'irrigation qui répondent exactement à ce minimax. Je ne vais pas te donner une recommandation moins de 15 mm, par exemple. Si tu me mets 15 mm minimum, même 25 maximum. Donc on a fait ça, on l'a sorti. J'ai reçu j'étais en contact avec un client. Il m'appelle pour un autre sujet, hein, et je lui ai dit on a sorti telle fonctionnalité, etc. Ah oui, c'est super ça. Et donc moi par exemple, j'ai un enrouleur à capacité fixe à 13 mm. Je peux faire que 13 mm. Ou à la limite j'en ai deux, je peux mettre deux en même temps, donc c'est 13 ou 26. Et là, c'est une capacité fixe. Ce n'est plus qu'un mini-max. Et donc, on a rajouté capacité variable entre tel et tel ou capacité fixe séparée avec des virgules. Et là, on va te donner ou bien une recommandation à 13 ou bien une recommandation à 26. Donc, c'est vraiment très important d'écouter ces gens-là. Et donc, pour revenir à ces spécificités, on en apprendra toujours. Hein. Donc, en plus des variétés, je veux dire, on a 50 espèces au niveau de notre plateforme, on a plus de 200 variétés, mais on va continuer à apprendre sur les pratiques locales, et même si on est en train de construire un truc hyper performant, hyper scalable, qui comprend toutes les langues, etc.,
tu trouveras certainement toujours quelqu'un qui va te sortir un truc auquel tu n'as jamais pensé et tu te dis, ah merde, ok, bon, c'est pour ça aujourd'hui, il n'est pas en train d'utiliser la plateforme. Par exemple, les autres choses qu'on a compris, c'est, à part l'irrigation et le besoin, c'est les facteurs externes. Par exemple, la salinité du sol. Il y a des sols qui sont, qui ont une teneur de sel ou de salinité qui est très élevée. Comment réagir par rapport à ces sols-là? J'ai de la fertirrigation. Et donc, l'agriculteur, il est obligé de faire de la fertilisation avec l'irrigation. Et donc, il doit appliquer du fertilisant. Et donc, derrière, il va obligatoirement appliquer de l'irrigation. Est-ce qu'on ne doit pas exclure ça? L'inclure à un certain moment. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de passer de l'irrigation seule à la fertilisation et la protection des plantes. Parce que quand on met sur ce qu'on appelle le overwatering, c'est quand il y a beaucoup d'eau, de flotte qui est dans le sol parce que c'était une année très pluvieuse, etc. Il y a moins de problèmes d'irrigation et plus de problèmes de protection des plantes. Et ça va de pair. Donc, il faut qu'on puisse gérer et la disponibilité de l'eau comme la sous-disponibilité de l'eau. Donc, c'est un monde fascinant. C'est un monde fascinant. On apprend chaque jour et les besoins évoluent. Maintenant, le changement climatique, il est là. On le sent de plus en plus. Il impacte de plus en plus les agriculteurs. Alors qu'il y a 10 ans, il n'était même pas conscient de ça, alors que tous les chiffres et toutes les courbes, elles montraient que les choses montaient en exponentiel quelque part. Mais aujourd'hui, tu trouves des gens qui sont des agriculteurs qui sont très très peu connectés, mais ils sont, et nous, on les rencontre sur le terrain. Ils disent, ce n'est plus comme avant, on ne confond plus rien maintenant. Bah oui. C'est les premiers à ressentir concrètement les changements du réchauffement climatique, parce qu'ils le voient au quotidien dans leur sol. Ouais. Et ça viendra plus tard au grand public. On espère pas trop tard que tout le monde se soit adapté avant. Mais oui, non, mais c'est certain qu'il y a un énorme besoin de leur côté. J'arrête pas de rappeler à chaque fois que ces gens-là, derrière ces gens-là, il y a une vie, il y a des familles, et c'est des millions et des millions de familles derrière, des communautés, et c'est un impact terrible. Moi, j'ai travaillé comme consultant auprès du groupe de la Banque mondiale, et j'ai travaillé sur des projets de digitalisation des chaînes de valeur agricole en Afrique. Et j'étais en contact avec des agriculteurs africains un peu partout. J'étais en Côte d'Ivoire, j'étais au Sénégal, j'ai travaillé sur d'autres marchés, au Nigeria, etc. Au Malawi. C'est une différence entre parler des gens et vivre ce qu'ils vivent, et être en contact avec eux sur leur terrain, sur leur territoire, avoir un sentiment pour leur vie, pour leur communauté, pour leur existence, pour leurs besoins. C'est toutes ces petites mains qui font la nourriture qui arrive dans l'assiette des consommateurs un peu partout dans le monde. On a souvent tendance à oublier qui a fait ça. Mais complètement, et il y a toute cette empathie à avoir pour ces gens-là, pour ces familles-là. Mais comme je dis aussi, même si vous n'avez pas d'empathie pour ces personnes-là, il faut se souvenir que c'est elles qui nourrissent tout le monde. Il n'y a pas que leurs familles qui sont derrière, il y a toutes nos familles à tous. C'est la nourriture qui arrive dans le centre commercial ou dans ton assiette, elle vient de quelque part. Et à l'origine, c'est un agriculteur qui a fait pousser, qui a pris du temps, qui a pris de l'énergie pour faire pousser ces plantes-là, pour pouvoir nourrir l'ensemble de la population. Et même si on n'a pas d'empathie, même si on est égoïste ou égocentrique, ça nous concerne aussi parce qu'on sera impacté derrière. Donc c'est vraiment c'est mieux si c'est par de l'empathie, mais même si c'est pas le cas, c'est aussi une problématique à avoir. Absolument, absolument. Ça, c'est ce qu'on appelle, l'effet qu'a senti plein de consommateurs, monsieur tout le monde, quand ils se sont retrouvés un jour sans eau dans le robinet et qui pensaient que ça n'arrivera jamais. C'était le choc. C'est ce qu'on appelle le zéro hour. C'est vraiment, il n'y a plus rien, il y a plus d'eau.
là, tu te poses des questions. Là, tu te dis, finalement, ça peut arriver. Bah oui, ça peut arriver. Et ça arrive un peu partout dans le monde. Le premier choc que le monde a connu, c'était à Cape Town, je pense, où les gens, ils avaient, enfin, les autorités, ils ont coupé toute l'eau. Il y a des sources bien précises, il y a une quantité par habitant, et ça a duré, je pense, 3 ou 4 mois, etc. Mais après ça, ils ont retenu la leçon, mais ça se répète, ça n'arrête pas de se répéter un peu partout dans le monde. Et quand on a une année pluvieuse, on oublie, mais non, avec le changement climatique, ça reviendra, mais on ne sait pas quand. Personne ne peut prévoir aujourd'hui, avec la technologie, toute la technologie qu'on a, les cycles du climat, et quelle année on va avoir, quelle année sera humide, quelle année sera sèche, et voilà. Effectivement, ça va se passer. Du coup, la question, c'est la suite pour Cibex. Donc aujourd'hui, on a vu comment tu nous as expliqué les différentes étapes de Cibex, notamment la gifle que tu as pris, qui a donné notre trajectoire. Sur les prochaines étapes pour Cibex, comment est-ce que tu vois les choses? Il y a cet agent IA que vous avez sorti qui permet de communiquer dans toutes les langues du monde. Je veux dire, toutes les langues, qu'il y a une centaine globalement, on va dire à peu près avec tout le monde. Les prochaines étapes, d'innovation, c'est quoi pour Cibex? Donc vu que ça va passer dans 2-3 mois, donc d'ici là, on aura lancé. On passe de l'irrigation, et j'avais dit, hein, on passe de l'irrigation pure à l'irrigation, fertilisation, protection des plantes, mais culture par culture. C'est-à-dire, on va lancer prochainement une solution 360, entre guillemets, mais pour les oliviers. Je te le regarde en secret. Je regarde mon cher ami, votre directeur marketing, Nicolas Lepiètre, avec nous. Je passe sous son contrôle. Mais d'ici là, on l'aura lancé. Donc, c'est une solution en 360 qui aide les agriculteurs dans l'irrigation. Et puisqu'on a toutes les données relatives à la parcelle, relatives au climat, etc., on rajoute la couche fertilisation et protection des plantes. Et donc, on a une solution complète pour aider les agriculteurs à prendre les bonnes décisions relatives à l'irrigation, fertilisation, protection des plantes de l'olivier. Ok, spécifique à l'olive. Du coup, l'objectif derrière, c'est de le multiplier sur des nouvelles cultures. Absolument. Reproduire. Voilà, on a une feuille de route pour différentes cultures. Nous, sur l'olivier, on a des milliers d'hectares qui sont gérés par notre plateforme, notamment en Tunisie, qui est parmi les plus grands producteurs d'huile d'olive dans le monde. On a documenté des études faites par nos clients sur l'impact de la solution en irrigation avec 20% d'économie d'eau. C'est pas un chiffre, c'est diffusé sur notre chaîne YouTube et des témoignages de clients. Et aujourd'hui, donc, ils veulent qu'on soit actif sur les autres sujets, pas uniquement l'irrigation. On a fait un partenariat avec une boîte qui s'appelle AgriProt. Donc, c'est 2 chercheurs qui ont passé, dans avec plus de 30 ans d'expérience, de publications scientifiques, de recherche sur la physiologie des plantes. Et avec AgriProd, on est en train de construire une solution complète pour l'olive, qui va aider les agriculteurs donc dans la production des olives sur tous les aspects. Et ça, on va le répéter, comme j'ai dit, sur les autres types de cultures, que ce soit sur l'arbo ou sur d'autres cultures prochainement. D'accord. Et sur cette partie-là, que je comprenne bien, c'est toujours lié, quand tu dis pour la plante et pour l'olive, c'est mieux aussi à tout ce qui est irrigation, ou alors c'est d'autres aspects pour renforcer la plante, comme soit des stimulants ou des fertilisants. Qu'est-ce que tu entends par là? J'ai pas bien compris du coup concrètement ce que ce partenariat allait apporter pour l'olive. En fait, ce partenariat, il apporte toute l'expertise de la AgriProt sur le sujet, que ce soit donc sur le volet agronomique et toute l'expérience qu'ils ont acquis durant toutes ces années à traiter l'olivier, à travailler sur l'olivier, sur les agrumes, sur pas mal de cultures en arbo. Donc nous, nos modèles
plus leur expertise, on va construire ce savoir-faire métier qu'on va rendre disponible chez les agriculteurs à travers donc ces solutions-là. Et donc l'idée, c'est pas de lui dire uniquement quand est-ce qu'il doit irriguer et combien. On va lui dire en termes de fertilisation, qu'est-ce qu'il faut apporter et quand et combien. Quand il y a des risques de maladies, on lui dit. Quand il y a des maladies qui sont déclenchées ou des ravageurs, également, on l'oriente dans la détection et dans la détermination de quel type de maladie ou quel type de ravageur et comment le traiter, etc. Donc, c'est une solution qui va répondre à toutes ces questions, pas uniquement relatives à l'irrigation. Tout ce qui est lié à la santé de la plante, à la bonne santé, au bon développement, pas uniquement l'eau, mais tout ce qui est y a autour et qui peut aider. Ok, bah c'est un gros projet et encore une fois plein de découvertes à venir, je pense, en travaillant sur tout ça. En tout cas, c'est extrêmement intéressant et fascinant de voir comment la réflexion sur la construction de l'entreprise, à la fois d'un point de vue innovation, mais aussi d'un point de vue hyperscalabilité, comme tu disais, réfléchir dans un système global et fournir une solution qui est globale. Des discussions que je peux avoir, c'est souvent de réfléchir régionalement où il n'y a pas toujours ça, donc c'est extrêmement intéressant à voir. Et puis une question pour enchaîner là-dessus, peut-être conclure. Je t'ai demandé quelle était la suite pour Cibex, et je vois que comment le territoire d'évolution est énorme. Ce que j'aime bien demander à mes invités à chaque fois pour terminer, par rapport à leur parcours, par rapport à leur vécu, c'est une citation à partager à la communauté qui te parle particulièrement et expliquer pourquoi et faire passer le message aussi, le message à... Alors, en fait, chez un ami slovène, c'est un ami de longue date. Il y a 20 ans de décalage entre nous, enfin de différence d'âge entre nous. On aimait bien prendre un café chaque semaine, chaque 2 semaines, ensemble, on discutait de tout, etc. Et ce gars-là, ce qu'il m'a appris, c'est que pour réaliser ses rêves, il faut rêver, et il faut se réveiller. Parce que sinon, on ne rêve pas, on n'a pas de rêve à réaliser. Quelque part, on va pas... Il faut d'abord rêver. Mais pour pouvoir les réaliser, il faut se réveiller. Parce que sinon, si on reste en mode sommeil, en mode rêve, on va rien réaliser. Et ça a plein de sens. Parce que, par exemple, nous, chez Cibex, on a ce rêve d'avoir un impact global. On veut y aller, on veut faire ça. Et donc, on a construit tout autour de ça. Tout autour de l'hyperscalabilité. On regardait les choses différemment. Pour nous, c'était inconcevable de travailler avec des déploiements de capteurs. On l'a fait. Et aujourd'hui, on utilise les capteurs pour calibrer nos modèles, etc. Mais ça ne devait pas être ça la solution qu'on doit déployer chez des centaines de millions d'agriculteurs. On veut faire partie d'une solution globale. Comme j'ai dit, 2050, c'est demain. 2040 pour la crise de l'eau, c'est demain. Si on est optimiste, 2040. Et donc, si on veut redresser, il faut des solutions qui soient déployables immédiatement à très très grande échelle. Et si on n'avait pas cette vision-là, on n'aurait pas construit Cibex de cette façon-là. Et donc, rêver, c'est important. Parce que ça donne quelque chose, un objectif à atteindre. La réalité, elle est parfois très brutale, on va dire. Il faut apprendre de cette réalité-là. Il faut se redresser quand on a reçu une belle gifle où les choses ne fonctionnent pas comme nous on l'imaginait. Trouver des solutions. On a passé des moments qui sont très très difficiles avec mes associés. Moi, j'ai la chance d'avoir 2 femmes qui sont cofondatrices. C'est des femmes qui sont tenaces, des femmes qui ont des rêves, des femmes qui sont courageuses, très patientes, solides, on va dire. Et c'est ce qui était vraiment très très important à avoir en termes de qualité pour pouvoir être entrepreneur et faire tout pour réussir. On est en train de construire le succès. Aujourd'hui,
on n'est pas, je suis pas là pour donner des leçons à d'autres. J'arrête pas d'apprendre, mais c'est un lent parcours, c'est un parcours qui n'est pas facile. Mais si on veut atteindre nos rêves, il faut accepter les règles du jeu. Il faut se réveiller sur cette réalité brutale et faire avec et voilà, continuer à co-construire ensemble avec toute l'équipe qui sont avec nous. Aujourd'hui, on n'est pas en train de construire tout seul. On est 15 personnes dans Cibex. Je vais pas tous les nommer mais ils sont, c'est des personnes qui sont très très importantes. Et on est tous ensemble autour de cette vision-là. Chacun de ces personnes-là connaît notre mission, connaît nos ambitions et connaît l'importance de ce qu'il est en train de construire. Il y a une vraie mission du coup de tout message. Pour ceux qui rêvent pas, encore, allez vous coucher, rêvez. Et pour ceux qui l'aiment déjà, réveillez-vous. Et maintenant, on a besoin d'énergie de tout le monde pour justement pour cet objectif commun. D'ailleurs, merci beaucoup pour son tour et pour ton partage. Et félicitations encore pour ce projet. On souhaite beaucoup de succès à Cibex. Je pense qu'on voit tous l'impact positif que ça peut avoir. Donc, encore merci pour tout. Merci beaucoup. Merci.